Voici 7 choses que vous ignoriez sûrement sur Cartier. Aujourd'hui, on va vous donner les histoires et les anecdotes les plus incroyables et originales à propos de la maison Cartier. Cette marque française originaire de Paris est une maison horlogère mais fabrique et distribue également des bijoux, des parfums, des lunettes, des articles de maroquinerie et d'autres accessoires. Elle fut créée par Louis-François Cartier en 1847 et resta dans la famille jusqu'en 1964. Cartier fait aujourd'hui partie du groupe Richemont qui englobe entre autres IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Roger Dubuis, Piaget, Vacheron Constantin et j'en passe. Dans cet épisode, nous allons parler d'accidents de voiture, de féminisme, de marketing d'influence, de courtisanes, d'explorateurs, de la pute numéro 1 de Paris, de Première mondiale et on finira même avec un tour de magie. Oui, vous avez bien tout entendu correctement. Mais tout d'abord, découvrons une anecdote remontant aux origines de la maison. Son créateur est parti de rien. Louis-François Cartier est né en 1819 et a grandi dans une grande pauvreté avec ses 5 frères et sœurs. D'une mère femme de ménage et d'un père employé d'une usine de métallurgie, la famille survivait à Paris dans le Marais qui, à l'époque, était loin de ressembler à ce qu'il est devenu aujourd'hui et était un quartier pauvre et rongé par diverses maladies. Son père parvint à trouver une place d'apprenti pour Louis-François chez un joaillier, mais il lui fallut passer de nombreuses années à travailler 15 heures par jour dans des conditions très difficiles. Le jeune Cartier aura bien fait de tenir bon, car plus de 10 ans plus tard, en 1847, il reprit la bijouterie artisanale de son maître joaillier à 28 ans. La maison Cartier est fondée. Pour la suite, l'homme fera vite beaucoup parler de lui grâce à ses dons indéniables d'entrepreneur, mais bien sûr aussi à sa capacité de répondre parfaitement aux attentes de sa clientèle. En 1856, la cousine de l'empereur Napoléon III acquiert un collier de chez Cartier et introduit la marque aux hautes sphères parisiennes et internationales. Et en 1899, l'entreprise s'installe au 13 rue de la Paix à Paris. Pour faire une anecdote dans une anecdote, ils seront donc une des premières maisons de luxe à s'installer dans cette rue, qui deviendra donc en grande partie grâce à eux, un symbole de luxe et d'élégance mondialement connu, notamment grâce au jeu Monopoly. Ils avaient dû ensuite quitter cette adresse, mais en 2005, ils renoueront avec ce lieu historique pour la marque en s'y réinstallant. Cartier, visionnaire du marketing. Comme je vous le disais plus tôt, la cousine de l'empereur Napoléon III était cliente et d'ailleurs très fidèle à la maison. Mais la liste des personnalités était nombreuse et Édouard VII d'Angleterre a octroyé à Cartier le très convoité brevet de fournisseur de la couronne. Ce seront ensuite Alphonse XIII d'Espagne, la reine de Roumanie, Élisabeth de Belgique, Georges Ier de Grèce, le tsar Nicolas II, le roi Zog d'Albanie, le roi de Siam, mais également du Portugal, de Serbie, d'Égypte et j'en passe qui passeront commande à la maison française. À tel point qu'Édouard VII renommera la maison le joaillier des rois et le roi des joailliers. Ce surnom participera grandement à la renommée de la marque. On ne pourra pas citer tous les clients historiques, mais si vous êtes curieux, vous pouvez par exemple chercher les commandes du Maharaja de Patiala. Je pense que même Floyd Mayweather n'est pas prêt. En un sens, on peut un petit peu dire que Cartier fut parmi les premières entreprises à utiliser le marketing d'influence. La Cartier Crash vient d'un accident de voiture. On sait que Cartier a l'habitude de tirer ses inspirations de sources incongrues, comme avec la Cartier Tank dessinée par Louis Cartier, dont on reparlera plus tard, qui s'est basé sur le design des chars Renault FT-17 de la Première Guerre mondiale, vu du dessus. Mais concernant l'histoire de la Crash, il existe une sorte de légende orale interne à la maison Cartier que l'on trouve passionnante. En 1967, un client de la maison se serait présenté à la boutique de Londres avec une montre endommagée. Selon les sources, on parle d'une Tank ou d'une Cartier baignoire. Elle aurait été extraite d'un violent accident de voiture et aurait subi de gros dommages complètement déformés par le choc et les flammes. Dans les années 60, c'était Jean-Jacques Cartier qui était aux manettes de l'entreprise familiale et basé à la boutique londonienne. Il était à la recherche permanente de nouvelles formes et de nouveaux designs, si bien que plusieurs créations Cartier proviennent de lui et de son équipe londonienne de l'époque, dont la Pebble qui signifie galet ou encore les maxi ovales. Voyant arriver cette montre endommagée et déformée, Jean-Jacques eut une illumination. Il décida de se baser sur ces formes organiques en provenance du chaos pour créer l'une des toutes premières montres au boîtier asymétrique du monde. Elle exprime selon lui le non-conformisme et la liberté créative.
Plusieurs sources parlent aussi d'un lien entre la crash et les montres molles de Dali, mais de nombreux experts démentent cette information. Personnellement, je pense que pour le storytelling, il vaut mieux rester sur l'histoire de l'accident de voiture. La collection de bijoux d'une prostituée a permis de sauver le business. La défaite de la France pendant la guerre franco-allemande de 1870 fut un incroyable coup dur pour Cartier qui a vu tous ses clients faisant partie de l'aristocratie française s'exiler ou perdre tout ce qu'ils possédaient. La maison a bien failli mettre la clé sous la porte. Les seules clientes qui lui restèrent fidèles et qui avaient pu garder un pouvoir d'achat important étaient celles que l'on appelait alors les grandes horizontales. Autrement dit, des travailleuses de la nuit qui passaient donc le plus clair de leur temps à l'horizontale et qui en tiraient profit. L'une de ces courtisanes se faisait appeler la Barlucci et était autoproclamée number one whore in Paris. Je vous laisse faire la traduction par vous-même pour éviter de froisser la plateforme. Cette jeune femme d'origine italienne était en effet très efficace à son poste et avait fait tourner la tête et chavirer le cœur d'une grande partie de la haute société internationale de l'époque, si bien qu'elle vivait dans un luxe sans pareil. Après son décès en 1871, Alfred Cartier, fils de Louis-François, proposa aux héritiers de la Barlucci de s'occuper de la vente de son incroyable collection de bijoux en échange de 5% des ventes réalisées. Ils se mirent d'accord et Alfred emporta l'impressionnante collection en Angleterre, pays non affecté par la guerre et en manque cruel de véritables joailleries de luxe. Il parvint à tirer plus de 800 000 francs de la vente, une somme absolument considérable pour l'époque, et les 5% de commission suffirent à maintenir l'entreprise sur les rails en attendant des jours meilleurs et la reconstruction des fortunes françaises. Cartier, pionnier dans la montre bracelet pour hommes. Suite à des discussions avec son ami l'explorateur brésilien Albert Santos Dumont à propos de la difficulté de lire l'heure sur une montre de poche en pilotant un avion, Louis Cartier décida de proposer une montre bracelet pour homme. L'aventurier brésilien se passionnait pour la découverte de terrains encore inconnus et il semble qu'il ait transmis sa passion à Monsieur Cartier qui se lança sur des chemins vierges de l'horlogerie et du design pour ce projet. Elle fut pensée et conçue exclusivement pour le pilote par Monsieur Cartier avec l'aide de l'horloger Edmond Geiger, cofondateur de Geiger-LeCoultre en 1904. Mais Albert Santos Dumont était admiré par la haute société française et internationale, si bien qu'il était un véritable leader d'opinion que beaucoup copiaient entre autres au niveau de ses choix de vêtements et d'accessoires. C'est donc sans surprise que, lorsque les foules le virent sortir de son avion en 1906 et consulter sa montre pour vérifier son heure d'arrivée après un vol, Cartier vit arriver les premières demandes de montres bracelet. Vous voyez, on en revient encore une fois au marketing d'influence avant même que le mot n'existe. Conscient du potentiel de ce qu'il venait de créer, Monsieur Cartier commença par en produire quelques-unes pour d'autres VIP dès 1908, puis de les commercialiser en petite quantité de 1911 à 1973 et faire un véritable carton à partir des années 70. On se penche maintenant sur le tour de magie pour tenter de mieux comprendre ce qui se cache derrière les heures mystérieuses, mais avant, parlons un peu de la panthère. Son emblème, la panthère, a des origines féministes. Depuis le début du XXe siècle, le symbole de la maison Cartier est une panthère. Mesmerizing, isn't it? No, not the lighting. There, that one, the panther. Doesn't she look familiar? It's her I want to tell you about. The unique, the creative, the very first panther woman, Jeanne Toussaint. Sa première apparition remonte à 1914 avec un bracelet de montre reprenant les motifs du pelage du félin en mariant le diamant et l'onyx. Quelques années plus tard, en 1917, Louis Cartier offrit un étui de cigarette orné d'une panthère à Jeanne Toussaint en clin d'œil à son surnom. En effet, cette jeune femme d'origine belge était surnommée la panthère par sa sœur en raison de son assurance, de son avant-gardisme, de son aura, de sa confiance en elle et de sa quête perpétuelle de liberté. Les sœurs Toussaint étaient ce que l'on appelait alors des demi-mondaines, un statut qui oscillait entre la courtisane pro et la femme entretenue par les riches parisiens. Jeanne côtoyait la haute société et était entre autres amie avec Coco Chanel, c'est comme ça qu'elle rencontra Louis Cartier et qu'elle devint son amante. Elle fut ensuite nommée directrice artistique de Cartier en 1933 et fit alors en sorte que la panthère devienne un symbole fort pour la marque, représentant la féminité, la sensualité, la puissance et le chemin vers l'indépendance des femmes de l'époque. Cette panthère, qu'est-ce que c'est ce machin? En 1948, elle développa plusieurs créations mettant en scène des panthères en 3 dimensions, dont une incroyable broche pour la duchesse de Windsor, fidèle cliente de la maison. Depuis, de très nombreuses femmes parmi les plus influentes du monde se sont emparées du symbole de la panthère Cartier. Certaines sont même allées jusqu'à commander des accessoires à base de véritables peaux de panthère, lorsque le concept de protection des animaux était encore accessoire.
Aujourd'hui, la maison continue de proposer de nombreuses pièces faisant référence à cet animal gracieux et transmettant un symbole très fort. Comme la Santos, il existe de nombreuses versions et les prix commencent à partir de 3000 €. Certains de leurs mouvements sont inspirés du travail des magiciens. Le mouvement mystérieux fut présenté en 1912. Il fut développé par Louis Cartier et l'horloger Maurice Couette en s'inspirant du travail et du savoir-faire du célèbre Jean-Eugène Robert Houdin, illusionniste français qui était admiré par le gigantesque Harry Houdini qui lui a même emprunté son nom. C'est dans une pendule appelée modèle A que ce mouvement fut utilisé pour la première fois. Visuellement, l'horloge donne effectivement l'heure comme par magie puisque les aiguilles semblent flotter dans les airs et n'être reliées à rien du tout. Elles sont en réalité fixées sur des disques en saphir dont la périphérie est en métal dentelé. Ces cercles en métal sont dissimulés par le design de l'horloge, notamment par la partie qui abrite les index pour un rendu bluffant. C'est ensuite grâce à un mouvement mécanique placé dans le socle de l'horloge et à un système de rouage ingénieux que les deux disques sont activés, l'un faisant une rotation complète en 12 heures pour les heures et l'autre en 1 heure pour les minutes. À l'époque, Louis Cartier avait même interdit que qui que ce soit mis au courant du mode de fonctionnement de ces pendules mystérieuses, incluant les revendeurs et autres distributeurs. Il y a eu ensuite de nombreuses variantes de ces horloges et plusieurs innovations techniques permettant d'aller encore plus loin en termes de design. Plus récemment, la marque a même proposé plusieurs versions de montres, bracelets équipés de la complication appelée heure mystérieuse, reprenant le même concept. Un véritable tour de magie historique au poignet. C'est également Cartier qui fut la première à utiliser le platine dans les bijoux dès 1847 et c'est eux aussi qui ont vendu le rubis le plus cher du monde en 2015, qui est d'ailleurs également la pierre précieuse colorée la plus chère du monde, ainsi que la pierre autre qu'un diamant la plus chère du monde. Bref, Cartier n'est pas étranger aux records, aux anecdotes folles et aux innovations en tout genre. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère que vous aurez appris quelques trucs, si c'est le cas, faites-le nous savoir en commentaire et dites-nous si vous voulez qu'on refasse ce format pour d'autres marques. Bien entendu, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous soutenir et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt les calibrés.